Un C-130 nigérian se pose sans autorisation et la routine régionale se brise. Burkina Faso immobilise l'appareil, isole les 11 aviateurs, conteste l'urgence technique et transforme l'atterrissage en affaire de souveraineté parce que le contexte n'accorde plus le bénéfice du doute aux voisins puissants ni aux vols militaires dont la simple présence évoque logistique, projection et influence. Quand Ibrahim Traoré choisit la vérification avant la confiance, avec un appel de contrôle vers le pays de destination déclaré, quel précédent s'installe pour les autres capitales, pour l'ECOWAS fragilisé et pour des opinions publiques déjà prêtes à lire un échange politique derrière une panne? Ici, chaque minute retenue devient un message. Ce récit promet une lecture claire d'un incident qui dépasse largement l'aviation en distinguant les faits vérifiables des interprétations politiques et en expliquant pourquoi la réaction de Ouagadougou n'est ni improvisée ni symbolique. L'intérêt pour le public est direct, comprendre comment une décision procédurale peut redéfinir des équilibres régionaux, affecter la liberté de mouvement militaire et modifier les calculs de sécurité pour des États grands et petits. À ce stade, l'enjeu n'est pas de trancher entre accidents et provocations, mais d'identifier le cadre nouveau dans lequel ces événements sont désormais jugés. D'un côté, le modèle ancien reposait sur la présomption de bonne foi, la rapidité de désescalade et le poids institutionnel de l'ECOWAS. De l'autre, un modèle émergent privilégie la vérification externe, la lenteur assumée et l'affirmation concrète de la souveraineté. Ce déplacement du centre de gravité explique pourquoi une panne crédible ne suffit plus à clore une affaire. La suite montrera comment ce changement de logique transforme un incident isolé en test stratégique pour toute l'Afrique de l'Ouest. Un élément essentiel apparaît alors: 11 militaires, un seul appareil et zéro clairance préalable confirmée ont suffi à déclencher une crise régionale parce que la crédibilité d'une explication dépend désormais moins de sa plausibilité technique que de sa vérification externe. Dans ce cadre, la décision de ralentir le processus, d'isoler l'équipage et de conserver l'avion au sol n'est pas une réaction émotionnelle, mais l'application méthodique d'une doctrine de sécurité fondée sur le contrôle des variables. Pour comprendre, il faut replacer l'épisode dans un basculement plus large. Pendant des décennies, l'Afrique de l'Ouest a fonctionné sur un schéma prévisible. L'ECOWAS fixait des normes, le Nigeria assumait une grande partie de l'architecture sécuritaire et les mouvements militaires intra-régionaux bénéficiaient d'une présomption de légitimité. Ce système était imparfait mais stable. Cette stabilité s'est fissurée lorsque le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont rompu avec l'ordre institutionnel existant pour privilégier une coordination fondée sur la souveraineté stricte. Dans ce nouveau contexte, un C-130 n'est jamais neutre. C'est une plateforme associée au transport de troupes, à la logistique lourde et au soutien opérationnel. Son entrée dans un espace aérien sensible, sans notification formelle, active automatiquement un raisonnement de risque. Sous Ibrahim Traoré, l'hypothèse par défaut n'est plus la confiance héritée, mais la preuve documentée. Ce qui apparaît clairement, c'est que ce n'est pas l'atterrissage qui a créé la crise, mais le fait que l'ancien réflexe d'acceptation rapide ait disparu. Dès lors, chaque détail devient politique et la question centrale s'impose. Si la vérification remplace la présomption, jusqu'où ce principe peut-il aller sans bloquer toute coopération régionale? Le personnage guide n'est ni un pilote ni un diplomate, mais l'appareil lui-même, immobilisé sur le tarmac, devenu objet d'interprétation stratégique. Autour de lui, les premiers impacts se matérialisent vite et de manière concrète. Pour les forces de sécurité burkinabées, l'événement impose un protocole renforcé. Contrôle d'accès, séparation de l'équipage, limitation des communications et collecte méthodique d'informations techniques et administratives. Chaque geste vise à réduire l'incertitude, pas à accélérer la sortie de crise. Du côté nigérian, l'effet immédiat est inverse. Les autorités parlent de routine, de coopération régionale, d'incidents mineurs appelés à se résoudre rapidement. Cette dissonance crée un premier choc narratif. Deux cadres de lecture s'affrontent dès les premières heures. L'un traite l'atterrissage comme un imprévu logistique, l'autre le considère comme un signal à décoder dans un environnement politique dégradé. Pour les acteurs régionaux, l'impact précoce est plus silencieux, mais tout aussi réel. Les états-majors observent, les chancelleries prennent note et les hypothèses de transit automatique commencent à perdre de leur évidence. Sous Ibrahim Traoré, la gestion lente et procédurale envoie un message implicite:
Le temps devient un outil de souveraineté. Ses effets initiaux ne règlent rien, mais ils déplacent déjà le centre de gravité du débat. Ce qui semblait marginal devient exemplaire et la question se resserre. Si un simple atterrissage suffit à produire autant de friction, que reste-t-il de la coopération supposée acquise ? Le déclenchement est rapide, presque banal en apparence. Un avion militaire nigérian signale un problème technique en cours de route et demande un atterrissage non programmé. Dans l'ancien cadre régional, la séquence aurait été courte, autorisation, vérification minimale, ravitaillement, puis départ. Ici, le mécanisme s'enclenche autrement. Les autorités burkinabées prennent le contrôle de la situation dès le toucher des roues, immobilisent l'appareil et appliquent un protocole de sécurité étendu sans présumer de l'intention ni de la bonne foi. Le pic de tension arrive lorsque l'explication nigériane est évaluée non pas isolément mais dans son environnement politique. Le type d'appareil compte, un C-130 est associé à la projection militaire, pas au transit discret. La route déclarée compte aussi. Dans un espace aérien devenu sensible, elle n'est pas perçue comme évidente. Enfin, le moment compte. Le Sahel est déjà sous pression, engagé dans une recomposition sécuritaire où chaque mouvement étranger est interprété à travers un prisme de méfiance. L'atterrissage cesse alors d'être un incident technique. Il devient un test. La montée au sommet se joue dans la décision de ralentir volontairement le processus. Les 11 aviateurs sont séparés, placés en détention contrôlée avec des communications limitées. L'avion reste au sol. Rien n'est précipité. Ce choix crée un contraste fort avec les attentes nigérianes qui parlent rapidement de procédures normales et de résolution imminente. Deux temporalités s'opposent. L'urgence diplomatique contre la patience sécuritaire. Les répliques commencent lorsque la vérification externe entre en jeu. Au lieu d'accepter l'itinéraire déclaré, les autorités burkinabées contactent directement le pays de destination annoncé. Cette étape transforme l'incident. Elle introduit un tiers, un registre factuel, et fait basculer la situation du bilatéral vers le symbolique. Lorsque la confirmation attendue ne vient pas, le doute se durcit, le récit initial perd son bouclier protecteur. À partir de là, chaque déclaration publique devient une pièce de plus dans l'escalade. Abuja communique pour rassurer, évoque un dossier en voie de règlement. Ouagadougou répond par la retenue, puis par la contradiction factuelle. Le silence alterné avec des démentis précis n'est pas une hésitation, c'est une stratégie. Sous Ibrahim Traoré, la lenteur assumée sert à poser une limite claire, aucune libération sans certitude. Les répliques dépassent vite l'incident lui-même. Les acteurs régionaux observent comment une situation autrefois routinière se transforme en bras de fer procédural. Les habitudes de transit sont réévaluées, les marges d'erreur se rétrécissent. Ce qui était toléré devient conditionnel. La ligne des événements montre ainsi un enchaînement précis, une demande, un contrôle, une vérification, puis une attente prolongée. Et dans cette attente, un message se forme. La souveraineté n'est plus déclarée, elle est exercée minute après minute. Tout commence par un fait simple, un vol militaire, 11 personnels, une absence de clairance préalable formellement reconnue. Le changement apparaît lorsque ces éléments, autrefois insuffisants pour bloquer une situation, deviennent désormais des seuils déclencheurs d'action. Dans l'ancien cadre ouest-africain, un incident de ce type suivait une logique de proportion. Un appareil déclarait une urgence. L'État survolé évaluait rapidement le risque, puis autorisait une escale technique sous supervision minimale. Le coût politique était faible, le temps de traitement court et l'événement disparaissait des radars en quelques heures. Jusqu'alors, reposé sur une présomption, la majorité des vols militaires régionaux étaient considérés comme coopératifs par défaut. Ce qui change de manière nette, c'est que le même ensemble de données brutes, type d'avion, nombre de membres d'équipage, justification technique, produit une réponse radicalement différente. L'atterrissage entraîne une immobilisation prolongée, une détention contrôlée des 11 aviateurs et une suspension totale du mouvement jusqu'à obtention de confirmations externes. Ce glissement n'est pas symbolique, il est opérationnel, il se mesure en jours d'attente supplémentaires, en procédures ajoutées, en communication restreinte. Un deuxième indicateur concerne la vérification. Auparavant, l'explication fournie par l'État d'origine suffisait dans la majorité des cas. Désormais, elle est
traitée comme une hypothèse à tester. Le fait que les autorités burkinabées aient contacté directement le pays de destination déclarée constitue un changement mesurable de méthode. On passe d'un modèle bilatéral à un modèle triangulé. Ce pas supplémentaire allonge mécaniquement les délais, mais il réduit l'ambiguïté stratégique. Sous Ibrahim Traoré, cette équation est assumée. Plus de temps contre moins d'incertitude. Troisième mesure, plus qualitative, mais tout aussi tangible, la dissociation entre communication publique et action réelle. Le Nigeria a évoqué une résolution rapide, voire acquise, tandis que Ouagadougou maintenait les personnels en détention et l'avion au sol. L'écart entre discours et situation observable devient lui-même un indicateur. Il signale que l'autorité décisionnelle ne se laisse plus contraindre par la nécessité de rassurer rapidement. Le rythme est dicté par la procédure, non par la pression narrative. Enfin, l'impact régional fournit un autre élément de comparaison. À court terme, les états-majors voisins ajustent leurs calculs. Les hypothèses de transit automatique sont révisées. Les vols militaires anticipent davantage de documentation, de coordination préalable et de délai. Ce ne sont pas des chiffres publiés, mais des changements de pratique observables. Le coût opérationnel augmente, même sans escalade ouverte. Pris ensemble, ces éléments dessinent une bascule claire. Le baseline d'une circulation militaire régionale fluide cède la place à un régime plus contraignant où chaque variable compte. Le delta n'est pas une rupture spectaculaire, mais une accumulation de frictions mesurables, temps prolongé, procédures élargies, vérifications croisées. La preuve quantitative n'est donc pas seulement dans les nombres bruts, mais dans leur effet. Un avion immobilisé plus longtemps que prévu, 11 soldats privés de mobilité pendant une période indéterminée, un processus ralenti volontairement. Ces écarts, modestes pris isolément, deviennent significatifs. Lorsqu'ils s'additionnent, ils traduisent un principe simple. Dans le nouveau cadre sahélien, la liberté de mouvement n'est plus une donnée, mais une variable conditionnelle. Une première lecture avance que la réaction burkinabé est excessive et contre-productive. Selon cette lecture, un atterrissage pour difficultés techniques, même impliquant un appareil militaire, relève des usages internationaux admis. En durcissant la réponse, Ouagadougou aurait créé une crise inutile, affaiblit la coopération sécuritaire régionale et introduit un précédent dangereux où chaque incident logistique peut dégénérer en bras de fer politique. Pour ses défenseurs, cette approche accroît le risque de malentendus, ralentit la lutte collective contre les menaces transfrontalières et fragilise des mécanismes déjà sous tension. Une autre lecture considère que le Nigeria, en tant que pilier historique de la sécurité régionale, ne peut être traité comme un acteur ordinaire. Cette position insiste sur la responsabilité particulière d'Abuja dans la stabilité ouest-africaine. En contestant implicitement cette centralité, le Burkina Faso s'exposerait à un isolement diplomatique et à une perte d'appui sans gain sécuritaire tangible. Dans ce cadre, la vérification externe serait perçue non comme une prudence, mais comme un manque de confiance aux conséquences systémiques. Ces arguments sont cohérents, mais ils reposent sur des hypothèses devenues fragiles. La première suppose que les règles implicites d'hier sont encore partagées aujourd'hui. Or, la sortie de plusieurs États sahéliens de l'ordre institutionnel antérieur a précisément rompu ce consensus. Dans un environnement redéfini, traiter un vol militaire comme un incident ordinaire revient à ignorer le contexte stratégique dans lequel il s'inscrit. La seconde thèse, elle, présume que le poids historique garantit encore une marge d'exception. Mais c'est précisément cette présomption que les autorités burkinabées cherchent à déconstruire. La réponse procédurale n'a pas bloqué la coopération par principe, elle a suspendu le mouvement jusqu'à clarification. Cette nuance est centrale. Sous Ibrahim Traoré, la logique n'est pas la rupture, mais la conditionnalité. La vérification externe ne nie pas la coopération future, elle en redéfinit les prérequis. Enfin, l'argument de l'isolement néglige un facteur clé, l'observation attentive des autres acteurs régionaux. Beaucoup ajustent déjà leurs pratiques, signe que la fermeté n'est pas perçue comme aberrante, mais comme indicative d'un nouveau cadre. Ces critiques révèlent surtout un décalage temporel. Les critiques parlent depuis l'ancien modèle, tandis que la réponse burkinabé s'inscrit dans un ordre en formation où la prudence est valorisée plus que la fluidité. La question n'est donc pas de savoir qui
qui a exagéré, mais qui s'est le mieux adapté à la nouvelle donne. Peu à peu, la patience s'impose comme un instrument stratégique. Ce point de bascule ne concerne pas l'avion, mais la méthode. Jusqu'ici, chaque étape pouvait encore être interprétée comme une application stricte de procédures de sécurité. À mi-parcours, une autre lecture s'impose. Le ralentissement lui-même est le message. En laissant l'incertitude durer, les autorités burkinabè transforment le temps en levier stratégique capable de redéfinir les attentes sans prononcer un seul ultimatum. Ce pivot change la nature du dossier. Il ne s'agit plus seulement de vérifier une trajectoire ou une autorisation manquante, mais de démontrer qu'aucune pression externe ne peut accélérer le calendrier décisionnel. Sous Ibrahim Traoré, la gestion du tempo devient un instrument politique assumé. L'absence de calendrier public, la rareté des déclarations et la contradiction ponctuelle des récits adverses renforcent cette posture. Pour les observateurs régionaux, cette révélation clarifie l'enjeu central. Le Burkina Faso ne cherche pas à gagner un échange immédiat, mais à installer un précédent durable. Si un État peut imposer sa lecture des règles simplement en attendant, alors la hiérarchie implicite des pouvoirs se trouve modifiée. Ce n'est pas une démonstration de force classique, c'est une démonstration d'endurance. À partir de ce moment, la question se déplace. Ce n'est plus que s'est-il passé lors de l'atterrissage, mais qui peut supporter le coût politique et opérationnel de l'attente la plus longue. Et cette interrogation prépare directement les conséquences concrètes qui vont suivre. Les effets pratiques de cette affaire se lisent différemment selon les acteurs, mais tous convergent vers une même réalité. Les règles opérationnelles ont changé, même sans texte officiel ni déclaration solennelle. Pour les États, d'abord, l'impact est immédiat. Les autorités comprennent que la souveraineté n'est plus seulement un principe juridique, mais un mécanisme appliqué au quotidien. La détention prolongée des 11 aviateurs, sans calendrier public, montre qu'un État peut désormais imposer sa temporalité face à un voisin plus puissant. Sous Ibrahim Traoré, cette approche redéfinit la notion de contrôle. Décider quand une crise se termine devient aussi important que décider comment elle commence. Pour les forces armées et les entreprises liées à la logistique militaire, les conséquences sont opérationnelles. Les plans de vol, autrefois routiniers, doivent intégrer des marges supplémentaires, notifications plus précises, validation croisée, itinéraire réévalué. Chaque transit comporte désormais un coût potentiel en temps et en crédibilité. Même sans chiffres publiés, le signal est clair, le risque de blocage augmente et avec lui les coûts indirects liés à l'immobilisation de personnel et de matériel. Cette friction supplémentaire modifie les calculs de planification à l'échelle régionale. Du côté des populations civiles, l'effet est plus diffus mais réel lorsque des États privilégient la vérification à la fluidité. Les coopérations sécuritaires deviennent plus lentes, ce qui peut affecter la perception de protection face aux menaces transfrontalières. En même temps, une partie de l'opinion voit dans cette fermeté une reprise de contrôle longtemps attendue. Le message implicite est que les décisions ne sont plus prises pour préserver des équilibres diplomatiques abstraits, mais pour affirmer une autonomie tangible. Cette lecture renforce la légitimité interne du pouvoir, même au prix d'une tension prolongée. À l'échelle régionale, enfin, les conséquences dépassent largement le cas nigérian. Les États voisins observent attentivement ce précédent. Certains y voient un risque de fragmentation accrue, où chaque incident devient un test de résistance. D'autres y lisent une opportunité, celle de renégocier de facto les termes de la coopération sécuritaire. L'absence de réaction forte des cadres institutionnels traditionnels souligne cette transition. Le silence n'est pas neutre. Il traduit une hésitation face à un ordre qui ne fonctionne plus comme avant. Ce qui frappe, c'est que ces conséquences ne résultent pas d'une escalade visible, mais d'une accumulation de décisions modestes. Retenir, vérifier, attendre. Ibrahim Traoré apparaît ici non comme l'auteur d'un coup spectaculaire, mais comme l'architecte d'un précédent discret. En refusant de céder à l'urgence narrative, son gouvernement impose un coût d'adaptation à tous les autres acteurs. La véritable conséquence est donc systémique. La liberté de mouvement n'est plus présumée. Elle doit être démontrée, documentée et acceptée. Pour les États puissants, c'est une contrainte nouvelle. Pour les États plus petits, c'est une ouverture stratégique. Reste une question désormais incontournable. Cette normalisation de la patience renforcera-t-elle la stabilité régionale ou préparera-t-elle des crises plus longues et plus difficiles à désamorcer?
Une première trajectoire possible repose sur une normalisation prudente sans retour au statu quo. Les États de la région intègrent des procédures plus strictes pour les mouvements militaires avec notification préalable systématique et vérification croisée accrue. Les incidents ne disparaissent pas, mais ils sont absorbés par des délais plus longs et une bureaucratie sécuritaire renforcée. Dans ce cadre, la coopération continue, mais elle devient conditionnelle, plus lente et plus coûteuse. La stabilité est maintenue au prix d'une friction permanente, acceptée comme nouveau standard. Une issue plus favorable supposerait que cet épisode serve de catalyseur à une clarification collective. Les acteurs régionaux reconnaissent explicitement la fin des présomptions héritées et redéfinissent des règles communes adaptées au nouvel équilibre. Les mécanismes de coordination sont révisés pour intégrer la souveraineté stricte sans bloquer la circulation nécessaire à la sécurité collective. Sous Ibrahim Traoré, ce résultat validerait l'idée qu'une fermeté procédurale peut conduire à un cadre plus lisible où la transparence remplace l'ambiguïté et réduit le risque de crise prolongée. À l'inverse, une évolution plus négative verrait une multiplication d'incidents similaires sans médiation efficace. Chaque atterrissage non planifié, chaque transit contesté devient un point de friction potentiel. Les États réagissent par réciprocité, durcissant leur propre contrôle. La coopération sécuritaire se fragmente, les délais s'allongent et la méfiance s'installe durablement. Dans ce contexte, des crises mineures s'enlisent, mobilisant des ressources politiques et militaires disproportionnées. L'absence de cadre partagé transforme la patience stratégique en blocage systémique. Face à ces trajectoires, une recommandation de lecture s'impose. Plutôt que d'évaluer chaque incident isolément, il devient essentiel d'observer les règles implicites qui émergent. Ce sont elles, plus que les déclarations officielles, qui détermineront la capacité de la région à gérer les tensions. La question clé n'est donc pas de savoir quel scénario est le plus probable, mais quel comportement collectif peut en infléchir l'issue. Accepter la vérification sans la transformer en instrument de paralysie sera l'équilibre le plus difficile à atteindre. Pour le public institutionnel d'abord, cette affaire rappelle que les cadres hérités ne protègent plus automatiquement contre les frictions. Les décideurs doivent désormais intégrer l'idée que la procédure peut primer sur la relation et que la rapidité n'est plus toujours une vertu. Cela implique un ajustement culturel, anticiper la vérification, accepter l'attente et préparer des explications publiques plus sobres lorsque le calendrier échappe au contrôle politique. Pour les acteurs économiques et logistiques, l'impact est plus concret. Les chaînes d'approvisionnement liées à la sécurité, au transport ou à l'assistance régionale fonctionnent sur des hypothèses de fluidité. Lorsque celles-ci disparaissent, les marges se réduisent. Une première piste consiste à renforcer la coordination en amont avec des dossiers de transit plus complets. Une seconde est d'intégrer le coût du temps dans les calculs, non comme une anomalie mais comme une variable structurelle. Pour les citoyens, enfin, l'enjeu est symbolique autant que pratique. Certains voient dans cette fermeté une affirmation de dignité étatique, d'autres une source d'inquiétude face à des coopérations ralenties. Comprendre ce qui se joue permet de dépasser la lecture émotionnelle. Sous Ibrahim Traoré, la décision de laisser durer n'est pas un caprice, mais un choix stratégique lisible, même s'il est inconfortable. Deux idées simples peuvent guider la lecture. D'une part, la souveraineté exercée par la procédure n'est pas gratuite, elle a un coût collectif. D'autre part, l'absence de règles partagées claires rend ce coût plus élevé pour tous. La question adressée au public est donc directe. Comment accepter la vérification sans transformer chaque incident en épreuve d'endurance politique ? Une sortie durable de ce type de crise ne passe ni par des concessions spectaculaires, ni par un retour aux automatismes anciens, mais par une séquence claire d'actions vérifiables. Dans un premier temps, il s'agirait de clarifier en amont les mouvements militaires régionaux. Chaque État définit des exigences minimales communes de notification, avec des points de contact identifiés, afin que l'absence d'information ne soit plus interprétée comme une intention cachée. L'objectif est simple, réduire l'ambiguïté
ambiguïté avant qu'elle ne devienne un risque. Ensuite, il deviendrait nécessaire de instituer un mécanisme de vérification tiers léger. Il ne s'agit pas de recréer une tutelle institutionnelle, mais d'outiller la vérification externe déjà pratiquée. Un canal technique activable rapidement permettrait de confirmer destination et autorisation sans politiser immédiatement l'incident. Ce type de dispositif répond directement à la logique mise en avant par Ouagadougou sous Ibrahim Traoré, où la preuve précède la confiance. Par la suite, il faudrait aussi encadrer la gestion du temps. La patience stratégique ne peut rester indéfinie sans coût croissant. Fixer des jalons procéduraux, même non publics, aide à éviter que l'attente ne se transforme en blocage. Qui décide de l'étape suivante, à quel moment et sur la base de quels éléments mesurables? La clarté interne limite les dérives externes. En parallèle, il serait important de synchroniser communication et action. Les écarts observés entre déclaration et réalité sur le terrain nourrissent la spéculation. Une communication factuelle, minimale, alignée sur l'état réel du processus, réduit l'espace des récits concurrents sans céder à la pression. Enfin, il conviendrait de capitaliser l'expérience. Chaque incident traité selon ce cadre doit produire un retour d'expérience partagé afin que la vérification ne soit pas vécue comme une sanction, mais comme une norme stabilisatrice. Cette feuille de route ne promet pas la fluidité d'hier, elle vise une coopération plus lente mais plus lisible. La question reste ouverte. Les acteurs régionaux sont-ils prêts à investir dans cette discipline collective pour éviter que chaque incident ne devienne une épreuve de force? Le rappel se fait naturellement au point de départ. Un avion immobile, silencieux, devenu plus éloquent que de longs communiqués. Ce C-130 figé sur le tarmac résume désormais une transition plus large. Il n'est plus seulement un objet technique, mais le symbole d'un basculement où la procédure parle plus fort que l'habitude. Ce motif revient parce qu'il incarne une idée simple. Ce qui semblait secondaire peut devenir central lorsque le cadre change. Sous Ibrahim Traoré, cette scène n'a pas été dramatisée, elle a été laissée visible. Pas de discours enflammé, pas de gestes irréversibles, seulement une continuité méthodique. Cette retenue explique sa force. En refusant la précipitation, le pouvoir burkinabé a montré qu'il était possible d'imposer une limite sans recourir à l'escalade. Le message n'est pas dirigé contre un État en particulier, mais contre une logique héritée où certains mouvements n'avaient plus besoin d'être justifiés. L'émotion naît précisément de cette sobriété. Elle ne vient pas de la confrontation, mais de la prise de conscience. Si un simple délai peut redéfinir les rapports de force, alors beaucoup de certitudes régionales doivent être réexaminées. L'autorité ne s'exprime plus par la rapidité de la résolution, mais par la capacité à maintenir une position sans vaciller. La phrase qui s'impose est courte et volontairement inconfortable. Attendre est devenu un acte politique. Elle résume l'ensemble du parcours, du premier contact au précédent créé. Reste à savoir comment cette leçon sera intégrée ailleurs. Sera-t-elle imitée, contestée ou progressivement normalisée? Cette séquence s'achève sans verdict définitif parce que sa portée dépasse l'incident qui l'a déclenché. Ce qui reste, c'est une image sociale et politique, celle d'une région où les règles ne sont plus seulement écrites, mais testées en situation réelle. En laissant durer l'inconfort, les acteurs impliqués ont obligé observateurs et partenaires à regarder autrement des gestes autrefois routiniers. Le débat n'est plus technique, il est normatif. Pour les sociétés ouest-africaines, cette transition pose une question collective. Jusqu'où accepter une souveraineté exercée par la lenteur si elle renforce le contrôle mais réduit la fluidité? Pour les partenaires extérieurs, elle invite à une réévaluation plus humble des cadres d'analyse, moins centrés sur les institutions formelles et davantage sur les pratiques effectives. Sous Ibrahim Traoré, cette approche met en lumière une réalité souvent négligée. La patience peut être un langage politique compris bien au-delà des frontières. La discussion ne s'arrête donc pas ici, elle se prolonge dans la manière dont chacun interprète ce précédent et anticipe les suivants. Est-ce un risque à contenir ou une adaptation nécessaire à un ordre en recomposition? Votre lecture de ce moment compte parce qu'elle participe à définir ce qui sera considéré comme normal demain. Vous voyez cela comme une dérive dangereuse ou une affirmation légitime de souveraineté?